Hello Johan, bienvenue sur le podcast Talent Sacré. Comment vas-tu? Bonjour Amélia, ça va super. Merci de m'inviter et de prendre le temps avec moi. Avec plaisir, Johan. Pour démarrer, je te propose de te présenter, pardon, et de nous dire qui tu es. Moi, je commence souvent par dire que je suis avant tout un passionné et un grand curieux. Ouais, Donc c'est difficile de me présenter, avec toutes les facettes que j'ai, mais je dirais ici que je suis coach, et je suis passionné par comprendre le monde et aider les gens en fait, à débloquer leur potentiel. super, génial. Bah, tu vas nous raconter tout ça. Donc Johan, si tu veux bien, on se connecte à ton enfant intérieur, donc le petit Johan. Mmh. Et j'aimerais bien que tu nous dises, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Mmh. Alors moi, ce que j'aimais faire, c'était assez simple, c'était les Lego. Donc j'adorais les Lego, j'adorais l'univers que ça créait, dans lequel je pouvais m'immerger, pleinement et j'adorais, ouais, aussi concevoir et imaginer de nouvelles choses. Hem, D'accord. je me rappelle que c'est le seul ce qu'il y avait sur ma liste de Saint-Nicolas, c'était toujours, ou de Père Noël, c'était toujours des Lego, des Lego, des Lego. Ce qui fait que j'avais à la fin une pièce a aménagée où j'avais que des Lego Que des Lego, d'accord, et moi je super. faisais Donc que tu passais ton construire. temps à construire? Ouais, Ouais. voilà et mon j'ai un grand frère de 2 ans et lui, il venait parfois, je revenais, il y avait des trucs qui étaient cassés, il me disait: «Oui, je suis désolé, il y a eu des aliens qui sont venus, qui ont tout cassé, c'est les dégâts, c'est comme ça» et moi, en fait, je me rends compte que je jouais jamais aux Lego. Je faisais que OK, construire, que concevoir, j'étais d'accord. dans la créativité et mes parents m'ont dit qu'il y a quand je devais avoir 10 ans, parfois à 10-11 heures du soir, ils entendaient du bruit et ils venaient et en fait, je m'étais relevé, j'avais eu une idée, j'avais eu peur de l'oublier, alors je venais la noter ou je venais la concevoir tout simplement. D'accord, génial. Et tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là? Tu voulais être ingénieur en bâtiment ou rien à voir? Je voulais être ingénieur chez Lego. Ingénieur chez Lego? Ah Ouais, je carrément! voulais être Ah la ouais, c'était personne. tout autour du Lego, quoi. Ouais, ouais, je voyais que ça et je voulais être la personne qui allait créer, imaginer les nouveaux Lego qui existeraient en magasin. J'adore. Est-ce que tu peux alors Johan, je précise pour, ceux qui nous écoutent que tu es depuis qu'on t'écoute depuis la Belgique, hein. Tu es en Oui, Belgique tout à fait. là actuellement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel environnement tu as grandi? Où est-ce que tu as grandi? Comment ça se passait dans ta famille quand tu étais petit? Oui, donc moi j'habite Bruxelles, je suis né à Bruxelles. J'ai d'abord vécu dans des toutes petites écoles, donc par exemple, en de jusqu'à mes 10 ans, j'étais dans une école avec une seule classe. Donc j'ai vécu avec, chaque année, c'était tout le temps les mêmes élèves et mon meilleur ami, c'était mon cousin. Donc c'était assez rigolo. Pas beaucoup de changements à ce niveau-là, mais j'adorais, on s'entendait super bien. On avait une passion commune, les Lego évidemment. Évidemment. Il y avait un Lego club ou pas? Parce que Non, pas du tout, j'ai l'impression que c'était vraiment avec lui que je partageais ça et on avait une manière assez OK. différente. Moi, j'avais une pièce et j'essayais je construisais des nouvelles choses, mais je cassais jamais rien et lui, il avait des caisses entières avec plein de briques et du Waouh! coup, j'adorais parce que je pouvais construire tout ce que je voulais là-bas. D'accord, OK, Voilà super, et puis génial. j'ai une famille, allez, du côté à la fois de mon père et de ma mère où il y a énormément de cousins et de cousines. Trop bien. Et du coup, j'ai vécu avec, pas spécialement toujours proche malheureusement de mes grands-parents, Oui, d'un côté comme de l'autre, mais par contre, assez proche d'une grande marmaille de cousins. d'accord. Et pourquoi tu dis malheureusement quand tu parles de tes grands-parents? Tu aurais aimé passer plus de temps avec eux? Beh, je sais pas, mais je me suis toujours dit que, il y a je crois que je me suis beaucoup interrogé quand mes grands-parents sont décédés, de voir la tristesse que pouvaient avoir d'autres amis, qui étaient très proches de leurs grands-parents et moi pas spécialement. Ouais, 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 Quand on se voyait, en fait, c'était toujours en grande réunion de famille, donc faut imaginer une trentaine de personnes. Du coup, les adultes avec les adultes et les enfants avec les enfants. Je connais pas si bien que ça, mes grands-parents et donc voilà, je sais pas ce que je manque exactement. d'accord. Et si tu te reconnectes donc à cette période de ta vie où alors tu construis des Legos jusqu'à quel âge à peu près? À mon avis, jusqu'à, Ouais, 10 ans, l'arrivée de jusqu'à l'ordinateur 10 ans. dans mon Ouais, foyer. d'accord. OK, génial. Si tu devais, si tu avais envie de dire quelque chose à cette version de toi, ce petit Johan là qui s'amuse et qui construit, dans ta version aujourd'hui de Johan adulte, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire au petit Johan? Mmh.
Bah, il y a une partie de moi qui me dit que en fait, j'étais déjà en train de construire mon propre univers, mon propre monde Ouais, intérieur et ah, j'aurais envie de lui dire, il y aura un passage à vide dans lequel tu occulteras sans doute un peu ça. Tu te connecteras au monde d'adulte, tu feras une ouais, carrière, mais t'inquiète pas, plus tard, ce monde reviendra et tout ça n'aura pas été vain et aura maturé. génial, super. Comment ça se passe pour toi à l'école, Jouan? Quand tu rentres dans le système scolaire? Alors moi, j'ai toujours eu des grandes facilités à l'école. J'adorais en fait apprendre, j'adorais comprendre, donc ça s'est bien nourri. Hem, donc ouais et mes parents ont eu peur que je m'embête, à l'école, parce que je pense que D'accord. parce que sans doute ce que je leur ai dit assez vite et du coup, ils m'ont mis dans une école avec beaucoup de devoirs et pour m'occuper un peu, pour pas que je m'embête. Mais ce qui fait que comme je suis plutôt un grand procrastineur, procrastinateur, en fait, j'ai beaucoup, passé de temps à faire mes devoirs. Des soirées entières Ouais, parfois, dans mes pensées à essayer de travailler, mais pas vraiment bien travailler, pendant que mon frère regardait des films avec mon père. d'accord. Voilà, assez atypique à ce niveau-là, je pense. Mmh. OK, super et OK, donc des facilités, c'était quoi ta matière favorite à Je pense que l'école? c'était les maths. Les maths? Ouais et là, tu te voyais là, tu rentres dans le système scolaire, donc du coup, tu apprends plein de choses. Est-ce que tu te dis que tu as envie est-ce que tes rêves changent ou tu as toujours envie d'être constructeur, chez Lego, de créer des Lego? Je pense que jusqu'à ce que l'ordinateur arrive dans ma vie, j'étais vraiment, là-dessus. Je me posais pas plus de questions. Peut-être, les Ouais. maths, mais voilà, comme je crois que vers 10 ans, il y a un ordinateur qui est arrivé et là, j'ai commencé à être, tout le temps sur l'ordinateur, à découvrir un monde magique. Mmh. Moi, je dis l'informatique, ce que je trouve fou, c'est qu'on est capable de créer quelque chose qui est vivant après, qui fait des Ouais, choses et ça, oui, ça m'a toujours fasciné. ouais. Ça ouais, c'est aussi une fenêtre à un monde, nouveau. Alors maintenant avec internet, c'est encore plus dingue, mais à l'époque, c'était déjà fascinant pour moi et quand les gens me posaient la question: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» En fait, ils répondaient juste je commençais à réfléchir et ils répondaient avant moi. Ils disaient: «Ah bah oui, toi l'informatique, tu seras informaticien» et donc jusqu'à mes 16 ans, j'ai l'impression que je me suis pas posé la question. C'était Tu faisais l'évidence. quoi? Ouais et tu faisais quoi derrière ton ordinateur? Tu jouais à des jeux de construction, pareil, on restait là-dedans ou tu imaginais des programmes déjà? Tu Heu, développais des logiciels? alors principalement, je créais des choses, de manière, parfois très, très, basique. Les premières choses que j'ai fait, je crois, c'est je regardais je dessinais sur Paint et Oh! genre parfois je recopiais des icônes, et je faisais je faisais des espèces d'animations parce que c'était tellement lent quand j'appuyais, ça chargeait très lentement et ça défilait et en fait, je faisais des animations comme ça d'un paysage dans l'espace. Puis après, j'ai découvert des magazines et dans lequel il y avait plein de logiciels et donc je testais tous les logiciels, autant les programmes que les jeux. Les 2 m'intéressaient OK. et j'ai fait quelques cours de programmation. En fait, tout le monde recopiait le code, au tableau, un peu comme certains mauvais cours où on est en retard, on fait que recopier et on comprend pas finalement ce qu'on fait. Ouais, Mais j'aimais en tout cas, découvrir des nouvelles choses, l'univers de chaque jeu. trop bien, génial et donc tu continues tes études au lycée, tu es toujours un élève studieux, tu as des bons résultats, tu passes ton bac et du coup, comment ça se passe pour les études, ton choix? Alors en réalité, Ouais, allez, 4 ans avant le bac, nous en Belgique, on ouais, a un autre système scolaire, mais globalement, j'ai eu un prof qui était très cassant avec tout le monde, même avec le 1er de d'accord, classe et c'était un prof de maths ouais, et lui, il disait que quand j'avais une écriture qui était assez, heu, assez brouillonne et il disait que quand il regardait, mon écriture, il avait des schmilblick dans les yeux, comme quand il regardait Canal+ sans décodeur. Donc autant je trouve ça très drôle maintenant, autant sur le moment même, la personne était quand même oui, assez impressionnante et donc ça c'était assez d'accord, cassant et même pendant ouais, les interros, ils veulent même me le dire, ils me le répétaient, et il m'a ouais, vraiment ça cassé ma confiance, principalement dans les d'accord, maths. Ce qui fait qu'après, les résultats dans les autres branches allaient, mais les maths, c'était un peu des hauts, des bas avec pas mal d'échecs. ouais, Et OK, quand en dernière année, quand on m'a demandé en terminale de ce que j'allais faire, je me suis dit: «Bah, peut-être pas informatique parce que le boulot, ça a l'air d'avoir une composante un peu chiante. Du coup, j'ai pas ouais, envie que ma passion devienne chiante et donc je ferais oui, bien autre chose» et j'ai vu qu'il y avait, on pouvait devenir ingénieur et entre autres, il y avait une université dans laquelle il y avait beaucoup de projets et le côté projet très pratique, concret me plaisait beaucoup
et donc je me suis dit que j'allais faire ça, même s'il fallait être très bon en maths, donc il y avait un peu, voilà, et en Donc tu fait, avais toujours cette appréhension après avec les maths depuis qu'il t'a dit ça? ouais, ouais, c'est resté. Mmh. Ouais, 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 c'est resté. c'est resté jusqu'à quand à peu près? Il y a un moment donné où ça s'est débloqué, où tu t'es dit: «Tiens, je reprends confiance en moi là-dessus»? Non, en fait, j'ai passé l'examen d'entrée, que j'ai dû me préparer tous les samedis matins, donc Ouais, c'était un peu long, mais globalement, j'ai réussi en 2e session, je pense, et puis j'ai fait ma première année. Ma première année, je suis passé, mais la deuxième année, je l'ai jamais réussi. Je l'ai raté 2 ans de d'accord, suite. Là, mes parents m'ont proposé d'aller voir, d'abord une psy, puis la deuxième d'accord, fois, j'ai été voir quelqu'un en PNL pour faire des ancrages. ouais, Mais ça a pas fonctionné globalement. Après, j'ai pas refait 2 fois la même année, parce qu'à la fois j'étais content, j'ai pas refait 2 années identiques. Il y a eu un changement de d'accord, système en Belgique, et en fait, il y a des cours de troisième année qui sont arrivés en deuxième année, des cours de deuxième qui sont passés en première, et et donc j'ai pu rajouter de l'électronique, de ah, c'est l'électricité bien. dedans, j'avais fait ingénieur informatique et électricité, c'était assez intéressant, mais difficile. J'étais un peu qu'un Ouais, numéro, et là, j'ai changé, et en fait, j'ai été, en informatique, mais cette fois-ci, j'ai été dans une autre université à Namur, qui était plus petite et qui me convenait bien mieux, d'accord. et ça a été changement radical, en un coup, j'étais Ouais. à nouveau, je réussissais en première session, j'avais des beaux points, et tout se passait beaucoup mieux. Souvent, c'est ce qui se passe, hein, faut juste changer d'environnement, c'est juste qu'on n'est pas dans le bon environnement parfois. Ouais, d'accord, OK. Oui, donc c'était intense quand même comme période de ta vie, quoi. Ouais, avec des échecs, du qu'est-ce qui ouais, donc du coup, dans cette nouvelle école, tu te sens mieux, tu voilà, tu reprends confiance en toi et puis tu fais aussi des matières, pour lesquelles tu as un petit peu plus d'intérêt aussi peut-être? Donc moins orienté maths et physique, plus orienté informatique, plus concret? Ouais, mais je pense que c'est surtout, parce que c'était toujours à l'université, donc il y avait toujours un côté un peu abstrait, Oui, oui, et avec mmh. d'autres branches aussi, D'autres matières, ouais. d'autres matières que je trouvais intéressantes, mais c'est surtout l'environnement, effectivement, par exemple, là, moi, j'étais un peu allergique à tout ce qui était, lié à l'argent, donc l'économie, ça me parlait pas, et en fait, D'accord. le cours qui m'a fait changer, c'est la comptabilité. Ah, la Mmh. compta, c'est pas le truc le plus sexy du monde, et j'ai adoré ce cours de compta, et là, ça a été ça a été, allez, ça a été vraiment, l'élément qui a fait la bascule, parce que d'un côté, j'avais un cours de compta où on me parlait de la comptabilité de caisse et on m'expliquait juste comment gérer un budget. Ouais, c'est La ça, Le OK. 1er mot que la personne a dit, il a dit, «Les gens n'aiment pas mon cours». Donc ça m'a pas motivé de commencer par comme ça. Trop de monde, donc il y a plein de gens qui étaient même debout là-dedans. Et Mmh. puis, de l'autre côté, à Namur, je vais, le gars, il parle pendant une demi-heure de trucs intéressants sur la compta, et puis il dit: «Bon, on va fermer notre syllabus, on va fermer Ouais. notre cours, et maintenant, on va créer notre entreprise». Et il a fait Mmh. un bilan avec une ligne, et puis il explique ligne après ligne, il rajoute de la complexité progressivement en étant toujours dans le concret. Et là, je me suis dit: «Mais c'est génial», et d'ailleurs, après, j'ai pris des cours avec, en option avec ce professeur-là, et qui étaient des cours en entrepreneuriat. Alors, trop bien. Ouais, super, avec des cours en entrepreneuriat en plus, c'est trop bien. Et là tu sais ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi? Est-ce que ça se dessine? Non, moi, j'ai toujours été un éternel indécis, et du Ouais, coup, moi, à ce moment-là, je suis en informatique et je me dis: «OK, je vais être informaticien, je vais créer des programmes», et ça me tentait très fort. Mais il y avait le cours d'entrepreneuriat, c'est création d'entreprise, c'est encore plus créatif, donc, et puis j'adorais le prof et la matière, donc ça m'a tout de suite attiré, et en fait, arrive à la fin, moi, je me dis: «OK, moi, je vais terminer, mon mémoire, ma thèse, et je prendrai 2-3 mois de vacances, et puis je poserai la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Mais je me dis vraiment une chose à la fois, les études, c'est déjà pas simple, donc je me concentre, et en fait, il y a des entreprises, la journée d'entreprise où on rencontre des entreprises, elles viennent nous débaucher, en fait, assez tôt, et très donc bien. moi, au mois de mai, j'étais pas prêt du tout, et je tombe, en plus, moi, j'ai une famille de plutôt d'indépendants, et donc je commence à entendre des mots comme package salarial, salaire brut. Ouais. Tout ça Ouais, était nouveau pour moi, j'avais aucune ouais. idée de c'était quoi un bon salaire, enfin, c'était assez rigolo. Mais très vite, j'ai trouvé une entreprise qui proposait des formations. On m'avait dit que la formation, c'était important. On m'avait dit qu'il y avait les 3/4 des gens qui sortaient, qui faisaient de la consultance. C'était une boîte de consultance. J'ai eu un bon feeling, donc en fait, j'ai embarqué dans l'aventure assez rapidement, Génial, sans me trop poser de bien. questions, on va dire. J'ai saisi une Mmh. opportunité qui s'offrait à moi. Ouais. OK, et comment ça se passe du coup pour toi, à ce Alors, moment-là?
Très bien en soi, Ouais, globalement j'ai adoré. Ils engageaient chaque année 10 nouvelles personnes, donc il y avait on était un ouais, peu des promos, il y avait une super ouais, ambiance. Heu, super. C'était une ouais, c'est une des plus belles périodes de ma vie parce qu'il y avait Ouais, ce truc de la délivrance des études. Ça faisait quand même des années ouais, c'est qu'on se clair. traînait là-dessus. Un peu plus de liberté parce qu'un salaire, pouvoir, avoir de compte à rendre à personne. Enfin, ici, il y avait évidemment le travail, mais globalement, j'avais l'impression que en tout cas dans ma vie, de tous les jours, je pouvais rentrer et quand ma journée de travail était finie, c'était fini, je faisais ce que je veux et ça, c'était un sentiment de liberté quand même, énorme. Trop bien, génial. Tu fais ça combien d'années? Comment ça se passe pour toi, voilà, ta construction dans ta vie, en fait? Est-ce que tu t'émancipes, tu prends ton appart, tu rencontres quelqu'un? Voilà, comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu cette période de vie. Exactement comme ça, Ouais, a assez rapidement, je prends un appart, parce que j'étais à la base, bah, j'habitais à Namur, en fait. d'accord. Et donc je revenais là, c'était dans une autre ville à Nivelles, mais donc moi j'habite Bruxelles, donc je reviens à Bruxelles, je prends un appart avec quelqu'un, je commence à me construire ma petite vie, ma petite routine, Ouais, de prendre le train tous les ouais, jours pour aller là-bas et puis, beh, vient le moment où après les 3 mois de formation, il fallait trouver une mission et ça, c'était leur travail à eux de trouver un client ouais, et c'était un peu plus difficile que prévu. Du coup, ils me proposent de, partir au Luxembourg. Moi, OK. j'avais hésité avant de travailler, je m'étais dit: «Je vais travailler 1 an à l'étranger, comme ça je vais maîtriser l'anglais». Bah, on m'a envoyé dans un endroit pas très exotique, mais c'était quand même travailler à l'étranger. Du coup, je pars à Luxembourg. Là, je découvre une nouvelle ville. Faut savoir qu'avant, je faisais de l'improvisation théâtrale et j'avais Oh, peur. génial! Ouais, j'adorais ça et j'avais peur que ça n'existe pas et donc c'était une première découverte, c'est que oui, ça existait, donc tout de suite, j'ai eu des gens sur place. Je me suis fait un groupe, Un petit d'amis. réseau d'amis? Ouais, Voilà, en plus des collègues, puisqu'on était plusieurs collègues à être à Luxembourg et être dans une maison, là-bas et donc j'ai eu en un coup une nouvelle vie qui s'est déployée finalement très vite. OK, Pas beaucoup de solitude puisque des collègues et des amis improvisateurs. Au niveau de l'improvisation, par exemple, je suis arrivé pas un peu comme un sauveur pour eux parce qu'il y avait 2 fondateurs et fondatrices qui portaient beaucoup. C'était un couple et ils portaient beaucoup de l'équipe sur eux et moi, je suis arrivé avec 5 ans d'expérience, donc je voulais bouffer de la scène au maximum et eux, ils avaient ouais, besoin de quelqu'un de solide pour porter le truc et donc j'ai bouffé de la scène, mais en plus au Luxembourg, dès qu'on veut amener un nouveau pays, bah, le Luxembourg, ça fait facilement rajouter un pays. Or, et comme il y ouais. a 2 équipes, on avait plus d'une chance sur 2 d'être pris, donc c'est en fait, moi, j'ai voyagé pas mal, j'ai fait toujours en francophonie, donc j'ai fait une fois en Allemagne, mais sinon un peu partout en France, j'ai fait beaucoup de festivals, de spectacles, beaucoup d'ambiance, que Super! des trucs, vraiment géniaux, dans cette nouvelle vie. Génial. Comment tu te sens quand tu es en impro, théâtrale et pourquoi tu fais de l'impro? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Alors ça m'apporte de pouvoir, en fait, faire tout ce que je peux peut-être pas faire dans ma vie D'accord. normale. Moi je dis que c'est un bel exutoire, ça permet de Oui. voyager soit dans des mondes, qui sont pas ici, de rendre Mmh. l'impossible possible, mais aussi d'être une personne qu'on n'est pas dans la vie réelle. Ouais, de jouer un rôle, en fait. Ouais. Je me rends compte qu'il y a eu des moments où je me sens bien en impro, où je fais des personnages un peu fous ou quoi, ça va être quand je vais péter un câble. Mon personnage va péter un câble, par exemple. Il faut imaginer un bibliothécaire, par exemple, qui pète un câble parce que sa bibliothèque, tout le monde crie et cetera. Beh, là, c'est là que ça se déploie et que ça sort de l'ordinaire et je trouve que c'est Mmh. assez chouette. C'est très créatif finalement et ça c'est Ouais. moi, je pense que ma créativité et ma sensibilité peuvent beaucoup s'exprimer en impro. Combien de temps tu restes au Luxembourg, Alors je reste finalement? 3 ans Tu restes 3 parce ans? que, il faut savoir que quand j'ai décidé d'accepter de partir à Luxembourg, je me suis dit: «Bah, j'ai pas d'accroche là, Oui. j'ai personne dans ma vie donc ça va». Ouais. Un mois après, je rencontre, la femme de ma vie. Génial, raconte-nous ça, on veut tout savoir. C'est assez marrant parce que, il faut savoir qu'on n'était pas censés se rencontrer. D'accord. Donc on a un ami en commun. OK. D'abord, ma femme, elle dit, bah, elle se fait inviter, elle le connaissait pas hyper bien, elle connaissait surtout pas ses autres amis, donc elle dit: «Bah, je connais personne, je vais pas venir et tout», et lui, il insiste, il dit: «Mais si, si, tu vas voir, mes potes sont sympas, il faut que tu viennes». De mon côté, cet ami-là, il me connaît bien, hein, c'est un ami des études et il me dit: «Bon, je sais que tu as un agenda de ministre, du coup, est-ce que je compte fêter mon anniversaire le 2 avril, est-ce que ça t'irait?» Et moi, je regarde et je dis: «Bah, le 2 avril, oui, pas de souci, j'ai rien». Ceci dit, c'est l'anniversaire de ma maman.
Alors, Ouais, en théorie, il y a aucun risque. Elle fête jamais son anniversaire. Mais d'accord. je vais quand même de lui demander pour être sûr, ce serait dommage. Donc, je demande à ma mère, je dis: «Ah, tu fais quoi, pour ton anniversaire?» «Moi, tu me connais, je fête jamais mon anniversaire, il y a pas de souci, au pire, on fera une tarte le dimanche, mais voilà». Donc je me dis: «OK, c'est safe», je lui envoie un message: «Organise, je serai là». D'ac 2 jours plus avant la date, ma mère me dit: «Tu sais quoi? Cette année, je fêterai bien mon anniversaire». «Ah bon? Bonne idée!» Bon, bah, je pense que je dois rencontrer la femme de ma vie, mais non, faisons ça, je j'annule. Et donc je lui dis: «Eh beh», je lui dis: «C'est trop chouette et tout, tu veux faire ça quand?» Elle dit: «Ah bah, samedi soir, OK». Juste, je dois quand même te dire que je suis un peu embêté parce qu'en fait, j'ai donné le feu vert à un de mes potes qui va spécialement demander à moi si j'étais dispo. Donc je lui ai dit: «Oui», donc ça m'embête un peu, de pas faire ça plutôt dimanche. Finalement, elle accepte, on fait ça dimanche midi. Pour elle, c'était limite, super! pareil. Donc moi, je vais à cet anniversaire. Tout de suite, je repère quelqu'un, une fille avec qui j'ai l'impression qu'il y a le bon feeling. Voilà, c'était mutuel, donc c'est un peu le coup de foudre, on va dire. Et voilà, la rencontre se fait. Moi, je me dis: «Il faut que je la revoie. Qu'est-ce que je peux faire?» Et donc là, je lui envoie un message, je crois, parce qu'il y avait un spectacle d'impro le vendredi. Je dis: «Voilà, il y a ce mess», enfin, je crois qu'elle me rajoute plutôt sur les réseaux sociaux. Là, je me dis: «Cool, bon signe». Je lui propose de venir De à ce venir. spectacle le vendredi. Elle refuse. Zut, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois écouter? Bon, moi, j'étais de toute façon convaincu, donc le samedi, je l'appelle et je lui dis: «Ben voilà, hem, je t'appelle parce qu'en fait, j'organise un pique-nique avec des potes et du coup, si ça te dit, ben, tu peux passer, voilà, si tu as le temps, si tu as envie», et heu et elle me dit: «Bah, je vais réfléchir», voilà. Tout ça pour dire que je raccroche et je me dis: «Bon, je lui ai dit que j'organisais un pique-nique, maintenant il faut organiser un pique-nique» parce qu'il y avait rien du tout évidemment. Ouais, bah, oui. C'était juste, J'adore. C'était juste un prétexte qu'il fallait Ouais. trouver et je me dis: «Bah, voilà, on trouve le prétexte et on voit». C'est un peu le fake it until you make it et donc là, je me dis: «Maintenant, il faut que j'organise un pique-nique et il faut que mes potes viennent, sinon je vais passer pour un boulet». Ouais. Du coup, j'appelle tous mes potes, je leur dis: «Ça vous dit qu'on fasse un pique-nique, au bois de la Cambre à Bruxelles?» Donc hop, je ramène tous les potes, je sais toujours pas si elle va venir. Elle est venue. Donc voilà, elle est venue et puis, voilà, c'est là que notre histoire a commencé. C'est là que l'histoire a commencé. À Luxembourg, tu étais encore là-bas? C'est J'étais ça, encore hein? à Luxembourg et donc je faisais le trajet, je revenais Tu tous faisais les le week-ends. trajet. Ouais, OK, et du coup, ça se passe quoi? Tu restes, tu continues à faire les trajets vers le Luxembourg ou tu te réinstalles en Belgique? Elle est du coup, elle est à Luxembourg? Non, elle Elle était à fait Bruxelles, hein. ouais. Elle était à Bruxelles aussi? OK. Elle étudiait à Bruxelles, elle était encore aux études à ce moment-là et du coup, voilà, on se voyait tous les week-ends globalement. Ah oui, OK, quand tu faisais tes allers-retours, tu la voyais les week-ends et tu continuais à bosser au Luxembourg. OK, très clair. Et j'ai fait ça. Puis à un moment, j'ai commencé à faire, un aller-retour dans la semaine, ce qui faisait que c'était assez ça faisait des horaires un peu décalés et cetera, mais voilà, on avait besoin de OK. se voir. Et Ouais. puis après 3 ans, beh, moi je me suis dit: «Elle a fini ses études, soit elle vient travailler à Luxembourg, soit c'est moi qui rentre». Bah oui, oui, Et il faut se là, retrouver à un moment donné. elle avait pas l'air d'être convaincue, et je me suis dit Ouais. que ce qu'il fallait que je rentre et donc voilà, je suis parti un peu de ce paradis fiscal parce que j'avais découvert un peu ça. Je connaissais pas du Oui, tout, je pensais que c'était que pour les ouais. entreprises. Donc je suis revenu à Bruxelles et voilà, là, on a fait notre vie ensemble, on a habité ensemble et c'est là que tout a commencé. Génial, et donc là, ta vie professionnelle continue, tu es toujours dans l'informatique? Toujours dans l'informatique, toujours dans la Génial. consultance, mais je suis resté, Ouais, presque 10 ans dans la même boîte. 10 ans dans la même boîte, OK, à faire des missions pour des clients un peu à droite à gauche sur de l'informatique et des projets informatiques. Génial, Johan, Voilà. trop bien. Et dis-moi, tu m'as dit que tu avais 2 enfants, donc 5 ans et 1 an. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu deviens papa et quand est-ce que tu deviens papa? Bonne question. En fait, moi, j'ai remarqué, j'ai fait il y a pas si longtemps un peu la rétrospective de ma vie parce que j'avais une conférence à préparer et je me Oui, demandais ce que j'avais envie de partager et finalement, j'ai envie ouais, de partager mon chemin et je me suis rendu compte que à partir de 30 ans, quand j'ai commencé à décider justement de revenir de Luxembourg pour, ma vie de couple, en fait, j'ai commencé à prendre des décisions importantes dans ma vie chaque année. d'accord, OK. Et c'est là que tout s'est un peu accéléré parce que j'ai eu après Mmh. un client qui me plaisait pas, où ça avait pas beaucoup de sens, donc j'ai demandé de changer. Mmh, On m'a envoyé dans le nord de la Belgique, là où on parle le néerlandais, donc j'étais en immersion ouais, totale. Hem et puis,
assez rapidement en 2019, enfin là donc à ce moment-là, j'ai décidé d'abord de me marier à ce moment-là. D'accord. Donc c'était premier aussi grande décision. Oui. Après j'ai décidé de quitter mon cl de démissionner en fait. OK. Hem, J'étais manager, ça faisait, ouais 4 ans que j'étais manager dans cette entreprise. Il y avait une super ambiance, on changeait plein de choses. Mmh. Puis en fait, j'ai senti qu'on arrivait sur le plafond où plus rien ne changeait Ouais, ouais. et du coup, je me suis ça moi, ma motivation est partie assez rapidement D'accord. et en fait, il y a un manager qui était là et on a décidé de créer une boîte. Donc on a créé une boîte ensemble, une boîte de consultance. Génial! Super. Beaucoup, beaucoup de personnes qui sont soit des ex-consultants, soit des informaticiens, hein, au bout d'un moment, ils créent une Ouais boîte, hein. Ouais, OK. et donc voilà, le avec l'envie donc de refaire, ce qu'on a vécu mais à notre manière finalement. Ouais, OK. Ouais, Et puis, beh, pour repartir sur ta question, hein, après donc on a, bah, c'est, allez, 1 an après, moi j'avais envie de parce qu'à chaque fois on voyait des gens autour de nous, avoir oui, des enfants ouais. et on se regardait avec ma femme, «On est d'accord que c'est trop tôt, hein?» «Oui, oui, c'est trop tôt». Voilà, il y avait un peu l'envie de dire: «OK, pendant presque une dizaine d'années, on va profiter de notre vie à 2, d'avoir Ouais, vraiment ouais, ouais. une vie de couple, intense et pouvoir un peu voyager à travers le monde sans contrainte». Ouais. C'était, le motto et puis moi, bah, en 2020 plus ou moins, je crois un peu avant le covid et j'avais l'envie d'avoir des enfants donc voilà, je lui en ai parlé. C'est un projet qui a démarré et donc c'est pendant le covid, que moi je suis devenu papa. D'accord. OK, super. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là quand tu deviens papa? Alors, ce qui était assez chouette, enfin, déjà pour moi ça transforme la vie. Ouais, Première chose que je trouve, c'est que ça change les priorités. En un coup, il y a une priorité ouais. dans ta vie qui est: «OK, m'occuper de Mmh. de de ma famille» et en fait, ça lui donne un autre sens aussi. Je trouve qu'avant, c'est comme si on pouvait faire toutes les vies étaient possibles. On pourrait aller méditer, heu on peut vraiment faire ce qu'on veut de sa vie. J'ai l'impression qu'on est le seul responsable. Éventuellement, on déçoit nos parents, Mmh. mais sinon, on est seul responsable du choix de vie et là, en un coup, ben, en fait, non, il y a quelque chose, on est responsable de Oui, de petits êtres, des petits êtres. et du coup, c'est ouais, c'est un nouveau sens. Mais j'aime beaucoup ce sens, j'aime beaucoup cette mission, qui m'est donnée et je l'aborde avec beaucoup de curiosité. Donc avant, je me suis quand même pas mal renseigné. J'ai toujours été attiré par les enfants. Moi, je suis devenu parrain à 12 ans, en fait. D'accord. Ah ouais, j'adore! Comment tu es devenu parrain à 12 ans? Alors, en fait, j'ai un demi-grand frère, mon D'accord! petit frère, Ouais, il a une quinzaine d'années, de plus que moi et beh, voilà, quand il a eu, sa première fille, il a regardé un peu, autour de lui et bah, sa marraine, il a choisi sa sœur de 2 ans de plus et il m'a choisi moi parce qu'à 12 ans, j'étais déjà très attiré par les bébés, par les enfants et du coup, c'est aux retours de mes 12 ans, j'ai dû donner, une dizaine de biberons pour prendre des bébés dans les bras et voilà, ça a été un peu une évidence. c'est une évidence pour toi de devenir papa, donc c'était tout naturel pour toi de vivre cette expérience-là, de la parentalité. Mais je dirais Génial. qu'entre mes 15 ans et mes 25 ans, il y avait comme un Ouais, passage à vide de les enfants m'intéressent pas, oui. dans le sens Oui, où je voulais chaque chose en son temps et c'était trop tôt, on ouais va dire. et puis tu étais concentré sur ta construction et sur autre chose. Il y a Ouais, un temps pour tout de toute façon, tout hein. à Je fait. pense que les enfants viennent, quand ils doivent venir, hein et chez certaines personnes, ça arrive, même après la quarantaine, tu vois? Voire même Ouais, après, potentiellement et d'autres, ça vient très, très tôt. Il y a pas trop de règles, j'ai l'impression, là-dessus. Question assez phare de mon podcast, Jean, mais je te la pose tout de suite parce que je mmh sens que c'est le bon moment. C'est quoi pour toi être un homme et être un père? Très bonne question. J'ai alors, c'est quoi pour moi être un homme? C'est quelque chose que j'ai l'impression que je me suis jamais posé cette question Mmh. et je sais qu'il y a une partie de moi qui se sent pas homme. Ouais, J'ai parfois honte d'être un homme, ouais, parce pourquoi? qu'on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup bah, d'injustice entre les hommes et les femmes et je me reconnais pas là-dedans. Ouais. Je me sens pas viril. Moi, je suis à la base, sensible et c'est quelque chose qui Mmh. est qui est pas viril non plus, qui est plutôt féminin. Je pense que j'ai pas mal de traits qui sont féminins et donc oui, je suis un homme, mais je suis pas, ouais, il y a un peu un paradoxe, que j'ai jamais, Ouais, vraiment approfondi ou résolu. Mais donc pour moi, qu'est-ce que c'est, heu, ce que je dois être en tant qu'homme? C'est justement
quelqu'un qui va être, at Oui. plus attentif aux femmes, à ce qu'elles vivent, sans les juger, plus de la curiosité et du respect, en fait. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes, que ce soit nos mères qui ont vécu dans une époque dans laquelle elles se rendaient sans doute pas compte de tout ce qu'elles ont vécu en termes de machisme et de patriarcat Ouais. et à la fois, pour toutes celles qui se battent maintenant là-dedans, pour toutes celles qui essayent de faire avec sans en faire un combat, Mmh heu mh. et pour toutes les mamans célibataires, les mamans solo, je c'est version, plus, surtout si elles ont pas de famille, parce qu'elles sont, elles ont la famille est à l'étranger. Je ne comprends pas tous les parents solo de manière générale, je genre ça me paraît impossible. Oui. Ouais, ouais. La parentalité, c'est quelque chose de tellement, c'est un défi tellement profond, Mmh. que ouais, que j'ai beaucoup de respect en fait, par rapport à ça Mmh mh. et donc mon rôle de père, c'est un peu différent, donc il y a ce Ouais. côté d'une certaine manière, d'être là pour mes enfants. Ouais, la présence? La Mmh. présence, et à tout niveau. J'ai à la fois envie d'être présent physiquement, heu, de d'être présent quand ils ont besoin de moi, donc d'être là pour les écouter, d'être là pour les soutenir, de pas les juger et aussi d'être là pour leur, transmettre des choses, ma créativité, ma curiosité, heu, mon optimisme, hem et essayer qu'ils soient bien, en fait, bien dans leur peau. Ouais. Génial. Bon, on resuit le merci pour ces réponses très authentiques. J'avais une autre question aussi, qui me vient, c'est, est-ce que comment est-ce que tu as vécu le fait d'être un homme sensible? Est-ce que tu en as beaucoup souffert? Ou pas peut-être pas du tout? Tu as toujours, réussi à te faire comprendre et être entouré de bienveillance dans ta sensibilité? Un mélange des 2. En Un fait, mélange je des 2. dirais que je pense que quand j'étais petit, c'était difficile. Ouais, Mes parents l'ont vite, senti, mais ils se sont vite adaptés à ça et donc mon père disait, je me suis vite rendu compte que ce qui était important pour toi, c'est que tu aies un environnement qui te convenait bien. C'est pour ça qu'il m'a dédié une pièce dans la maison pour mes Legos, parce qu'il a senti que ça, c'était plus ouais, fort que tout tu chez avais moi besoin. et que c'était un espace d'épanouissement et Oui. donc Mmh. c'était presque un devoir pour lui de faire ça et à part ça, il m'a laissé très, très tranquille. J'ai eu Mmh. un papa il est toujours bosseur dans la pièce d'à côté, pas très présent physiquement, mais pas très là, mentalement, on va dire. Hem, mais par contre, en fait, il a toujours eu un regard sur nous, bienveillant et il a veillé à bien comme ça. Mais il m'a jamais interdit quoi que ce soit, donc c'est assez, je pense que c'est assez là d'où moi j'ai envie d'être quelqu'un de présent Mmh. et de partager Ouais, beaucoup de choses avec mes enfants. Hem, mais alors, du côté de ma mère, c'est elle qui a plus pris en charge l'éducation quand elle a arrêté de travailler, quand elle a commencé à avoir des enfants ou quand moi je suis arrivé et en fait, oui, elle m'a toujours dit que elle avait remarqué que j'avais besoin de plus de qu'on s'occupe plus de moi, oui, et que c'était plus difficile pour moi. J'étais assez sensible quand j'étais jeune, j'étais pas toujours bien dans ma peau, d'accord. ou en tout cas ça oscillait je pense. J'ai eu des périodes Ouais. très heureuses, mais il y a des moments où c'était beaucoup plus difficile et en fait, ouais, moi j'ai l'impression que j'ai je me suis construit une carapace pour protéger ma sensibilité et du Oui. coup j'ai toujours pris une grande distance par rapport à mes émotions. Donc je ne vis pas mes émotions globalement. Et je crois que c'est comme ça que j'ai réussi à survivre et à pas trop souffrir finalement. Donc j'ai Mmh. développé une personnalité qui est dans la suradaptation. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis un peu plus tes émotions? Je suis en plein dans une quête, pour me connecter à Génial. mes émotions exactement. Ouais, trop bien. Bah, on va en parler justement. Ouais, OK. Donc tu as vécu avec cette carapace de suradaptation. Ouais, je comprends tellement. Très bien. Donc, tu deviens, papa, qu'est-ce qui change pour toi professionnellement en devenant père justement, en ayant une famille? Est-ce que bah, alors tu disais que tes priorités changeaient et du coup tu étais un petit peu plus orienté vers ta famille, ça c'est un fait. Mais du coup, est-ce que professionnellement, il y a des choses qui bougent? Est-ce que voilà, tu continues dans l'entrepreneuriat, en étant, associé? Est-ce que tu as envie d'autre chose? Est-ce qu'il y a des rêves qui tu vois, des choses qui reviennent en disant: «Oh, mais en fait, j'ai envie de faire ça». Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'avais déjà créé mon entreprise, et donc à ce moment-là, c'était un peu mon rêve, c'était de créer une Ouais, entreprise de ouais, consultance pour les consultants, par les ouais, consultants et super. l'objectif dans cette entreprise, en fait, c'est de dire, bah,
OK, 80 du temps, on va être presque une boîte normale, on va en consultance, mais 20 du temps, on va faire des choses qui ont du sens pour nous, des choses qui nous font rêver et ça, c'est Génial. ce qui me manquait, c'est l'espace de créativité. Je le voulais pour moi, donc je l'ai offert, à tout le monde dans la boîte avec mon associé. On était vraiment 100 alignés là-dessus OK. et du coup, on vivait ce rêve-là et le fait d'avoir des enfants, hem, je sais pas si ça a changé radicalement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, hem j'ai été toujours dans ce chemin de réaliser ce rêve et en fait, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus aligné vers, déjà quitter et créer cette boîte, c'était un réalignement et en fait, après j'ai essayé de réaliser la vision de l'entreprise et et en fait avec mon associé, on n'a pas arrêté de changer les choses pour s'approcher de ça et quand je regarde ici maintenant, ça fait, j'ai arrêté la consultance aujourd'hui, ça D'accord, fait bah, raconte-nous, ça ouais, fait 3 pourquoi tu as mois. arrêté la consultance? J'ai arrêté la consultance parce que, bah, je me suis rendu compte que dans mon année 2024, j'avais un boulot qui était, de fond, que j'aimais bien, mais qui me faisait pas vibrer et Ouais, puis j'ai participé à 2 projets que j'ai adorés et là, d'accord. je me suis dit: «Mais là, c'est ça que je dois faire, en fait». Heu, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait de plus grand et j'étais persuadé de pouvoir vibrer plus et les 2 projets que j'ai faits qui ont représenté, je crois 5 jours sur mon année. Ouais. Ça a été, une matinée, dans une foire d'entrepreneuriat où, pendant quelques heures, j'ai pu aider des entrepreneurs, des étudiants qui sortaient de l'école avec une idée d'un projet et en 1/4 d'heure, il fallait leur donner un maximum de conseils, de ressources, pour les débloquer dans leurs problématiques. L'après-midi, j'ai fait partie d'un jury où je pouvais justement aussi faire des retours, à des entrepreneurs qui venaient pitcher et en fait, j'ai adoré faire cette journée-là. Du coup, maintenant, chaque année, je reparticipe à cette foire d'entrepreneurs et ça me provoque toujours, autant de plaisir, pour une journée qui est totalement, en volontariat et l'autre chose, c'était j'ai travaillé pour Womanpreneur, qui est donc une ASBL qui est géniale, qui aide les femmes qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat et principalement là, c'était dans l'informatique et Mmh, donc c'était une formation, mais c'était le samedi, alors que pour moi, le samedi, c'est sacré puisque c'est la famille. Il fallait, faire 1 heure de route. ouais, Il y avait normalement 35 participantes. Dans la réalité, il y en avait parfois 3, pas en même temps. Donc sur le papier, c'était le pire la pire mission, qu'on pouvait imaginer et en réalité, je me suis retrouvé face à des humaines ouais, qui avaient un rêve et qui me demandaient de les aider à le réaliser et ouais. en fait, quand je parlais, quand j'essayais de les aider et qu'il y en a une qui me dit: «Mais là, ma tête bouillonne. Là, je Mmh. suis, tout ce que tu m'as dit, mais ça me donne 1000 idées. Je suis Mmh mh. hyper, motivé maintenant. J'ai juste envie, c'est de foncer» et en fait, moi, je dis: «Mais ça remplit ma jauge, ça fait ma journée». J'avais la banane, je remontais, quand je suis monté dans mon bureau, c'était avec les pieds de plomb. Je suis redescendu, j'étais tout léger, je sautillais, quoi donc je me suis dit: «Ouais, ça, c'est pas anodin». Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est quoi les émotions que tu as vécues dans ces moments-là? Ça t'a fait vibrer, mais qu'est-ce que tu as ressenti en C'était de la particulier? joie, c'était du bonheur, Ouais, la joie. c'était intense et puis le sentiment d'avoir de l'impact Ouais. Mmh. réellement sur De la te vie des sentir gens. utile. Ça, Mmh. c'était Ouais, de les aider, dans des quêtes, à construire, en fait. oui et On à revient à la construire quelque construction. chose exactement, pouvoir apporter ma sensibilité et ma créativité sans jugement sur Ouais. le projet de la personne et Mmh. arriver à l'aider à réaliser son potentiel, ça me parlait énormément. Et je voyais aussi, j'étais dans une relation authentique. Je pense que Ouais. ça, c'est aussi quelque chose qui me manquait dans le monde corporate où les gens se voilent la face et ne voient pas les problèmes qui Ouais, c'est clair. C'est clair. qui nous entourent. Ouais, ouais, c'est clair. C'est quoi pour toi être un entrepreneur? Alors moi, ce que je dis, c'est que pour moi, tout le monde, toute personne qui fait des choses est entrepreneur ou Ouais, entrepreneuse. Et donc ouais. pour moi, si on veut apprendre le japonais, ben, en fait, on entreprend d'apprendre le japonais. Et donc c'est se lancer sur un chemin, heu, de pour un objectif, parce qu'on a une profonde envie, de changement et heu et oui, c'est une aventure. Pour moi, c'est ça, être un entrepreneur, un bon ou une bonne entrepreneuse, ça va être quelqu'un qui va embrasser ce chemin, sans le subir, quelqu'un qui va être ouvert et qui va être dans l'humilité de l'apprentissage, en fait, en permanence.
se remettre en question, prendre plaisir sur le chemin, prendre du recul, apprendre, être curieux, Mmh. je pense que c'est fondamental. Mais entreprendre, je trouve ça difficile. Ça demande vraiment Ouais, beaucoup c'est de très résilience difficile. Ouais, beaucoup et de de ressources. résilience, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui vient de voir et qui dit: «Joan, je veux entreprendre, je veux monter ma boîte». C'est quoi les principaux conseils que tu lui donnerais? Sans connaître ce qu'il veut faire, mais pour qu'il puisse travailler sur lui justement. Ou elle, ça peut être une femme. Alors les conseils, j'avoue que je Ouais. je suis pas un grand fan des conseils, pourtant j'en ai donné beaucoup, mais surtout là-dedans, c'est très personnel. Oui, Mais je dirais que j'ai l'impression que ce qui est important, déjà, c'est de se demander pourquoi on veut entreprendre, parce que oui, le pourquoi va être une énorme source d'énergie et je pense qu'on en aura besoin. Hem, le deuxième, ce serait d'essayer de trouver des gens pour s'entourer, des gens avec qui pouvoir parler, en fait, de ça, échanger sur les difficultés de l'entrepreneuriat et de voir que ces gens vivent la même chose. J'ai l'impression que ça, mmh, c'est assez important parce que ça rassure, oui, ça nous permet de nous relever quand on est dans des bas et si ouais, on s'entoure que de gens qui n'ont qui n'osent pas ou qui n'oseront jamais, entreprendre, ils vont projeter nos peurs, ils vont projeter leurs peurs sur nous. Ce ouais, sont tout à parfois des fait. peurs qu'on a évidemment, mais qu'on a enfouies parce que notre envie est plus forte et ça peut réactiver ça et du coup, je pense que ça, c'est intéressant de s'en prémunir. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter, ça veut dire qu'il faut peut-être pas éviter ce sujet-là avec ces personnes-là, les garder Oui, pour d'autres choses et à l'inverse, parler vraiment de difficultés entrepreneuriales avec des gens qui sont avec prêts des à les entrepreneurs. écouter. Ouais, Si j'ai un OK. conseil, ce serait peut-être celui-là. OK, super, je vous remercie. Donc je reviens à tes 2 missions où tu es en totale joie, donc tu es complètement connecté à ton âme, hein, et à ton enfant intérieur aussi, hein, qui est là pour, aider justement à construire et avoir un impact dans le monde. Du coup, comment te vient l'idée de dire: «C'est bon, je deviens coach»? Alors, à ce moment-là, j'ai pas du tout l'idée et même, Non, je me dis ouais, même pas, «OK, ce que je dois faire, c'est accompagner, ouais, les individus, ça va être ça mon métier». En fait, à ce moment-là, ce que je me dis et on associe à le même déclic plus ou moins en même temps, c'est: «J'en ai marre, en fait, de convaincre les entreprises que j'ai le potentiel de les aider et de les aider à se transformer». Et le mot convaincre est important parce que c'est peut-être pas la bonne dynamique, mais en tout cas, moi, j'avais dit souvent: «Moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler et s'ils ont pas l'envie, c'est pas je vais pas m'en faire une mission de les convaincre» et du coup, en fait, moi, je suis perdu à ce moment-là. Je sais pas ce que je veux faire ouais, et comme je d'accord. disais, moi, j'ai toujours été un indécis et en fait, c'est seulement maintenant que je commence à comprendre pourquoi j'ai toujours été un indécis et j'ai toujours été un indécis pour 2 raisons selon moi. Par rapport à ma sensibilité, ma haute sensibilité, c'est parce que j'ai toujours voulu m'adapter et donc en fait, je fais plus pour le besoin des autres ou pour le besoin du groupe que pour mon besoin à moi-même. En fait, je m'oublie moi, je me connais pas bien, d'où peut-être mon attrait pour le développement personnel parce que c'est ma quête de moi. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est je crois que le fait de me couper de mes émotions fait que je suis monté dans le mental et donc moi, Bien sûr, je suis très cognitif et la consultance, beh, mon cerveau m'a énormément aidé, à trouver des solutions le plus rapidement possible, à apprendre, à comprendre, à me projeter, essayer de savoir c'est quoi les attentes des autres. Donc c'est comme si j'avais voué un culte à mon mental, au détriment de mes émotions et de mon intuition et donc ouais, c'est un peu ça qui m'a amené à je crois à être la personne que je suis aujourd'hui et du coup, comment est-ce que tu fais pour changer ça alors? et du coup, en fait. Enfin, pas pour changer, mais pour te dire: «J Tiens, j'ai envie de parler depuis l'espace du cœur et l'espace de mon corps plus que mon mental». Alors aujourd'hui, c'est plus facile parce que je me dis: «Je vais utiliser mon cerveau quand je dois comprendre ou quand je dois avoir plein d'idées», parce qu'il est très fort pour ça. Oui, Par contre, si j'ai envie de savoir est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que je suis oui. aligné, est-ce que c'est bon? Bah, là, j'essaye plus de faire le vide et parfois de me poser la question et de me dire: Mmh «OK, là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi?» mh. et j'essaie de sentir c'est quoi mon appel du cœur ou quoi et je me dire: «Si je dois faire qu'une seule chose, qu'est-ce que je fais?» et là, je me dis: «Ouais, bah, aujourd'hui, j'ai envie de trouver de construire mon propre boulot. Ça, c'est ce que je me Ouais, dis, ces mois-ci, c'est ça. Ça, c'est la seule chose qui compte pour moi professionnellement, c'est de construire mon propre boulot, mon métier. Et donc, à ce moment-là, tu demandais si comment je suis devenu coach. Bah, en fait, je me suis dit: «OK, je sais pas c'est quoi mon why professionnel, ma raison d'être ouais, professionnelle» et ça faisait 3 ans environ que
j'ai rencontré un coach qui a fait une conférence que j'ai trouvée géniale, sur les rêves Ouais, et entre autres qui disait qu'il y a peu de gens qui réalisaient leurs rêves et cette conférence m'a vraiment marqué. Du coup, j'ai suivi la personne, il s'appelle Thomas Gibaud. Je l'ai suivi sur LinkedIn et bon, lui, il est coach, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça, mais d'accord. je trouvais ça intéressant. J'adorais sa vision, en fait. Qui il est, sa vision, son monde intérieur, j'adorais. Le fait qu'il soit coach, c'était pour moi accessoire. Et puis il y a ce truc de: «OK, là, j'ai un peu d'argent, et j'ai envie d'investir en moi», parce que je suis pas très matérialiste, mais investir en moi, c'est quelque chose qui me Ouais, parle. Donc je me dis: «J'ai envie d'investir en moi». Je sais pas quelle formation acheter. Je me pose cette question de: «C'est quoi qui me drive réellement?» Puis je vois qu'il y a un coach avec qui j'accroche beaucoup. Je me dis: «Et si j'engageais un coach, en fait, pour m'aider à répondre à cette question?» bien sûr. Ah bah oui, c'est à ça que servent les coachs. Voilà, mais je le savais pas et je crois que j'étais Mmh. un peu ouais, sceptique de me dire que quelqu'un allait Ouais, savoir mieux que moi ce que je veux et donc mais voilà, le gars, j'avais une confiance, il y avait un appel en fait, et je crois que ça c'était mon cœur, mon intuition qui me dit: «Contacte-le, prends ce truc. OK, fais-toi plaisir, tu investi en toi, ça peut être que bon». Donc je fonce, je fais le call avec lui, le call est super, il me coach pendant 20 minutes et je sens déjà que c'est intense, que qu'on va avancer. Du coup, il me dit que de réfléchir et de le recontacter dans 3 semaines, de prendre le temps. Moi, ça me paraît hyper long et j'ai déjà ma décision est prise. oui, tu sais Mais quoi. je me dis: «On dit toujours de dormir dessus», donc je dors dessus. Oui. Je me mets un rappel pour dans 3 semaines parce que je veux lui faire confiance. Pendant 3 semaines, je ronge mon frein. Il y a le rappel qui arrive, j'envoie tout de suite le message, je réfléchis pas et là commence, ma période de coaching. Et à chaque séance avec lui, je crois que je terminais en disant: «Mais Thomas, c'était tu surpuissant, parce que c'était des révélations, quoi. Chaque séance Ouais. était une révélation». Est-ce que tu peux nous en parler de ces révélations? C'était quoi la plus grosse révélation que tu as eue, en séance? Alors c'est une bonne question, j'ai une très mauvaise mémoire, du coup, là comme ça, c'est le grand vide, mais ce que je me rappelle très bien, c'est que je lui ai dit: «J'ai l'impression que tu me connais mieux que tout le monde». Ah, c'était la 1re ou la deuxième séance, je crois, hein, et je lui dis: «J'ai l'impression que tu me connais mieux que tout le monde, mieux que ma mère, mieux que ma femme, comme je c'est dingue» et en fait, en réalité, c'est tout à fait logique parce qu'il est juste mon miroir et moi, je suis la personne qui me connaît le mieux. Mais voilà, j'étais tellement dans l'expérience que c'est vraiment ça que je ressentais et la 1re séance, il m'a posé plein de questions et je sentais déjà qu'il m'avait cerné, donc j'étais assez étonné et la deuxième, il est venu avec une proposition de ce qu'on appelle un plan de coaching. Donc, en gros, c'est lui sa manière de faire à lui, qui est peut-être pas celle de tout le monde, mais c'est qu'il propose une image. Il y a une image de départ et une image d'arrivée. Et l'image de départ, c'est l'enfant qu'on est, l'enfant intérieur, justement, donc ça doit te parler. Et c'était quelque chose comme, un enfant qui n'ose pas, hem, hem, qui n'ose développer pleinement son potentiel. Et ça m'a beaucoup parlé. Il y a ça piquait un peu le fait de dire un enfant, je sais plus s'il a Oui. dit timide ou quoi, mais le fait de pas oser, voilà, alors que j'étais là, moi non, je suis un entrepreneur, j'ai créé une boîte, enfin il y avait voilà, mais à la fois je trouvais ça très juste. C'était mon enfant intérieur et Mmh. l'objectif, c'était plutôt d'aller jusqu'à, qu'en en discutant finalement, on s'est dit: «Mais le but, ça va être de trouver ma vocation. C'est quoi ma vocation? C'est pas juste ma raison d'être, mais c'est ma vocation» et c'est vrai que c'était un peu ça et quand je disais à mon associé: «J'ai l'impression que quelque chose de plus grand nous attend», c'est qu'en fait, j'étais prêt, je sentais l'appel de la vocation. Ouais, ta mission de vie quoi, en fait. Voilà et du coup, j'ai dit, l'image qu'il m'a donnée, c'est celle de Bob Marley et Bob Marley, c'est quelqu'un, oui, il est calme, il est serein, il est joyeux, mais il avait une il avait un appel, il avait une mission de vie énorme et il a dû faire des sacrifices aussi pour, se mettre pleinement dans cette mission de vie pour Mmh. y arriver et du coup, l'idée, c'était d'avoir une image, puissante et porteuse. Je me dis: «Ouais, ça, c'est ambitieux quand même». Mais voilà, du coup, maintenant, je suis sur ce chemin-là d'incarner Mmh. pleinement ma vocation. Super. OK, trop bien. Et comment tu te sens aujourd'hui et quels sont tes futurs projets? Là, tu es dans quelle période là de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce Alors, qui se passe? c'est marrant parce que ce matin, ce que j'ai fait juste avant de l'enregistrement là, c'est juste j'ai écrit, allez, un épisode de newsletter et en fait, je parle un peu de ça justement, je parle de la sensibilité, le fait d'enlever la carapace et de dire que, en fait,
Moi, je dis avant, j'étais un peu un escargot. Je suis une limace et comme j'étais sensible, je me suis construit ma carapace et je suis devenu un escargot, ce qui est plus vraiment moi non plus. Mais c'est le chemin que j'ai fait et là, après 15 ans, je me dis: «Ouais, en fait, j'ai envie d'être moi-même» et du Oui, coup, au lieu de faire le chemin de la limace, je fais plutôt maintenant le chemin de la chenille. Je suis aussi, tout, sensible, fragile, mais en fait, c'est parce que je suis pas fait pour vivre sur terre, tu vois? Je suis fait pour vivre dans l'air et donc plutôt que m'adapter moi à mon environnement, je vais en fait, adapter mon environnement à moi-même et donc c'est ça de créer mon propre boulot, c'est ça que moi j'entends par là et du coup là, je suis un peu en mode chrysalide. C'est-à-dire ouais, que je me concentre sur moi-même, sur qu'est-ce qui me fait oui, vibrer, ouais. qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je suis capable de faire, donc je lance un peu des opportunités. Il y a plein de gens qui diraient que je suis en train de me disperser totalement et en réalité, j'ai l'impression que chaque opportunité que j'ai commencé un peu à lancer, bah, elles sont en train de germer et qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire et du coup, beh, l'objectif, c'est en 2026, fin 2026, c'est d'être un papillon avec des belles ailes qui volent et qui est pleinement lui-même. Comment tu te projettes fin 2026? Qu'est-ce que tu fais? Décris-nous. Alors, Visualisons ensemble. déjà, il y a ma formation de coaching, donc j'ai Ouais, commencé, en février, 2 jours de génial. coaching et depuis, je coach comme ça, pour, heu, pour me me prendre la discipline un peu, en coachant juste des gens gratuitement. En fin septembre, j'ai arrêté ici, de travailler, donc en octobre, j'ai commencé vraiment la formation. Super. C'est un cycle d'un an, donc déjà Ouais, octobre 2026, l'objectif, c'est d'avoir la ouais, certification. génial. Donc j'apprends des techniques, mais en Oui, réalité, quand on est dans une bonne école de coaching, en tout cas, on c'est transformateur pour soi avant tout. beh, c'est toujours sur soi d'abord et ensuite on accompagne les autres, toujours, Voilà, comme la thérapie. ouais, C'est exact. pareil, Bah, donc ouais, voilà, je suis en tout à plein fait. là-dedans, donc ça fait Mmh, beaucoup de bouleversements, déjà ouais, de mon côté intérieur, et donc je pense que ça va continuer, là-dessus, donc je pense que je vais déjà être une nouvelle personne à l'intérieur. ouais, complètement. Au niveau professionnel, beh, je serai coach, professionnel. Je pense que j'aurais trouvé, à force de pratiquer ma couleur de coach, ma Oui, sensibilité, les gens, que je préfère accompagner et aussi les gens pour lesquels je suis le meilleur comme accompagnant, et trouver un peu cette intersection-là pour me spécialiser d'une certaine manière, même si j'aime bien l'idée d'être le 4x4 du coaching, me dire que je peux aider n'importe quel humain qui a une problématique, peu importe, ouais. ce qui l'amène. Hem et puis après, beh, je sais qu'en France, il y a seulement 15 des gens qui vont vivre du coaching. En plus, le coaching, c'est assez abstrait. Il y a des gens qui disent que c'est des bisounours qui font des câlins aux arbres et d'autres qui sont c'est des charlatans et moi, c'est un peu l'idée que j'en avais, je pense, avant d'en connaître Mmh. des très bons. Du coup, maintenant, je change totalement de discours, mais je peux pas en vouloir aux gens qui ont ce discours-là ou ces pensées-là, actuellement. Non, c'est sûr. Et donc aussi, bah, j'aimerais bien, j'ai pas envie de me limiter juste au coaching. Sinon, ça veut Oui. dire que je vais en faire pendant 5 ans, 10 ans et puis je vais arrêter totalement pour faire autre chose. Mmh. Et en réalité, je pense que c'est à la place de mettre du «ou», je préfère mettre du et donc je dire: «Je fais et du coaching et je laisse vivre mes multipotentialités» et donc moi, il y a plein d'autres choses, d'autres sujets, d'autres combats que j'aime beaucoup et j'ai envie de trouver quelque chose de juste par rapport à ça et de développer ça. Comme lesquels, par exemple? Quel combat? Alors il y a un combat, de ma vie qui est la procrastination. J'ai eu l'impression, comme ici, que ça fait réagir donc Moi, je suis la première à procrastiner. Je suis la reine de la procrastination. voilà et j'en rencontre beaucoup des rois et des reines. Du coup, je me Ah, dis: «Quoi?» c'est des miroirs de soi, donc bah, pourquoi est-ce qu'on procrastine, hein? S'il y a Voilà, toujours, il y a cette question-là, il y a une raison, hein. Il y a une raison. il y a même plusieurs raisons et du coup, je creuse ce sujet en ce moment et je le creuse, bah, à ma manière du moi d'avant et du moi maintenant. C'est-à-dire mon moi d'avant, c'est celui qui a comme pattern: on va comprendre, on va aller dans le savoir et comme ça, on va pouvoir expliquer et Ouais, donc je prends l'approche des neurosciences pour comprendre la procrastination, de pouvoir, donner du coup des conseils et des stratégies pour que les gens puissent, agir là-dessus et puis il y a, le nouveau moi qui est plus connecté à soi, aux sensations, aux croyances et là, c'est plutôt de dire, bah, en fait, il y a toujours des rai on procrastine pas sur tout, on procrastine généralement, quand c'est des choses qui sont, importantes et parce qu'en fait, il y a des c'est lié c'est émotionnel finalement derrière tout à et fait. à partir du moment où c'est émotionnel, bah, le coaching peut aider d'arriver à comprendre c'est quoi qui émotionnellement nous retient, quand rationnellement on est convaincu qu'il faut faire la chose.
et donc là, j ce qui est assez chouette, c'est que c'est mes 2 facettes principales qui peuvent être complémentaires. Mmh, complètement. Après, c'est vrai que enfin, je parle pour moi, hein, mais je procrastine souvent, mais surtout quand je sens que c'est pas le bon moment. Il y a en fait, inconsciemment, je pense qu'il y a des choses, c'est pas le bon moment, donc en fait, ça doit se faire plus tard. Je suis plutôt comme ça maintenant, plutôt que de poser un mot en me disant: «Tiens, je procrastine» et qui est très jugeant, hein, au final, puisque tu C'est te très juges, joint. tu vois? Pourquoi pas développer cette bienveillance en te disant: «OK, mais c'est juste que c'est pas le moment». Il y a un moment pour tout et que là, pour l'instant, tu as peut-être besoin d'infuser autre chose avant que ça se concrétise. Mais ça finit par se concrétiser. Ce podcast, j'ai mis 9 mois à le sortir. 9 mois Oui, à sortir ce podcast parce que je procrastinais tout le temps. Parce qu'il me fallait le bon micro, parce qu'il me fallait la bonne plateforme, parce qu'il me fallait les bons invités, puis parce que je savais pas et en fait, il fallait juste que je me lance. Mais j'ai pris 9 mois à me lancer entre avoir l'idée et la mettre en matière, alors qu'il me fallait juste, un abonnement sur une plateforme et un micro et encore le micro, j'en ai pas besoin. mais ça, Tu vois? à nouveau, ouais, je suis d'accord avec toi, et quand c'est intéressant quand tu dis: il me fallait juste un micro» t et en Ouais, fait, là, quand tu dis ça, tu es en train de lister que des choses pragmatiques qu'il fallait. Rationnellement, il ne fallait que ça. Mais en fait, que ça. émotionnellement, il fallait que tu sois prête, et c'est Exactement. intéressant de voir que ça a mis 9 mois à Comme un sortir. bébé. Ouais, Voilà, c'est ça, c'était la c'est ça. gestation émotionnelle qui était nécessaire, Exactement. et pour l'instant, il y a beaucoup de gens, et c'est la même chose pour plein de concepts. Pour la plupart des concepts, quand ils se vulgarisent, ils perdent leur essence, Ouais, et finalement ça devient un c c on n'est plus, on a envie d'abandonner le concept, on le critique parce qu'il est vide de son essence. La procrastination pour moi, maintenant dès que quelqu'un reporte quelque chose à plus tard, c'est de la procrastination. Pour moi, c'est faux. La procrastination, c'est quand on veut faire la chose maintenant, mais on ne la fait pas, et donc elle se reporte d'elle-même. Si on exactement. Quand on C'est dit: comme quand «Je on a vais une faire un to truc dans do. 9 Ouais, mois», c'est une planification, c'est pas de la procrastination, c'est ça. Ouais, tout à pas la fait. même chose, et c'est souvent la procrastination, c'est vraiment rationnellement et émotionnellement, on n'est pas aligné, alors que quand on planifie, Exactement. émotionnellement, on se dit: «Bah, là, je suis pas prêt», rationnellement, oui, c'est OK, donc Ouais, je reporte à plus tard. c'est ça. Exactement. Mmh. Voilà, donc ça, c'est Ouais, un c'est des super sujets. intéressant. Mmh. Il y a un OK, des sujets que j'adore, c'est l'innovation, c'est pas pour rien d'accord. qu'avec mon associé, on a créé une boîte dans laquelle il y a 20 d'innovation, au Mmh. minimum, et en fait, bah, ici, il y a, on m'a demandé, d'organiser pour l'université dont je viens justement, d'organiser un atelier sur l'innovation et sur la créativité, et je trouve ça trop bien. C'est pour des Ouais, chercheurs en plus, donc ouais. je trouve ça génial. J'ai accepté la mission, maintenant il va falloir que je réalise le travail, donc là, il y a la petite pression de la procrastination qui va me mettre en Ouais. énergie, je pense, ça c'est un 2e, ouais, une 2e chose qui me passionne beaucoup. La 3e, c'est la parentalité. Moi, bah, la parentalité que j'ai toujours vue, un peu autour de moi, et que j'ai donc comme modèle, qui est la parentalité très contrôlante, elle m'a jamais parlé, Ouais, et la réponse à ça, c'est la parentalité dite positive, dans lequel souvent il y a, c'est la liberté, en fait. Avec zéro cadre, on explique juste aux enfants, et on espère que magiquement ça va fonctionner, et ça, j'ai un peu expérimenté, j'ai beaucoup observé, et ça fonctionne pas non plus. Du coup, non, j'avais pas trop de solutions, donc je me suis dit: «Je vais faire au feeling, je vais un peu faire ce que j'ai reçu de mes parents», et en réalité, j'ai eu la chance de tomber sur un livre. Il y a un ami qui m'a passé un livre, qui m'a dit: «Ce livre, Chasseurs-cueilleurs parents, il est génial». J'ai lu et je suis tombé amoureux de ce livre. C'est vraiment d'accord. mon livre phare, en ce moment. Il est juste ici, c'est pour dire, Ta sœur et en fait, ça, c'est une nana, complètement incroyable, ouais, journaliste, et en fait, elle galérait comme tout parent, qui se respecte, j'aurais presque envie de dire, et elle s'est rendue compte que dans les pays comme, les Mayas, les Inuits, ouais, en fait, les ou en Fémus? Tanzanie, ils ont une manière différente, mais identique, d'éduquer leurs enfants, et cette manière, c'est une manière qu'on avait aussi, mais qu'on a perdue depuis peut-être 200 Ouais. ans, avec l'évolution, et cette manière-là, moi, je trouve qu'elle est géniale, et elle marche super bien. Et c'est quoi? C'est poser un cadre et laisser l'enfant libre dans ce cadre-là? Alors c'est l'autonomie, c'est effectivement Ouais, l'autonomie, l'autonomie, oui, la responsabilisation des et enfants? voilà, et le cadre qu'on va mettre, ça va être un cadre Oui, principalement sécurisant, oui, que ce soit c'est physique ça. ou émotionnel, et donc on dit pas à un enfant: «Ne va pas dans la rue, traverse pas la rue, traverse sur le passage pour piétons», parce que ça,
ça va pas fonctionner pour plein de raisons. Ouais. L'analyse Mmh. transactionnelle l'explique en disant, Oui. enfant soumis, enfant rebelle, Belle, ouais. voilà, Mmh. i c'est ça va pas, être très positif parce qu'en fait, là, si l'enfant est soumis, ça veut dire il va devenir dépendant de nos contraintes, en fait, de nos règles et il va pas être indépendant, enfin autonome plutôt et le mieux, c'est de montrer l'exemple et au moment où lui, il va aller éventuellement sur la route, bah, de l'attraper physiquement et de lui expliquer ce qui va se passer s'il le fait. Oui, Et en ouais, fait, de le responsabiliser en disant: «Voilà, c'est à oui, toi de faire ce qui est bon, mais la route est dangereuse, donc marche en sécurité». Et en oui, fait, c'est voilà, il y a c'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus de façade là-dessus, mais ça explique moi, ce que j'adore, c'est que la clé du livre pour moi, c'est qu'elle explique comment fonctionne l'apprentissage. Et le fait d'expliquer, de nous donner la formule de l'apprentissage fait que on peut apprendre tout ce qu'on veut à un enfant, puisqu'on sait comment ça fonctionne. Avant, on nous donnait juste des manières de faire. On nous disait d'expliquer à l'enfant, mais expliquer, c'est pas la meilleure manière d'expliquer aux gens, on sait bien qu'un enfant, il apprend pas à marcher parce qu'on lui a dit qu'il fallait plier son genou. Non, il a ouais, elle vu apprend à marcher marcher et il a parce que essayé. ouais, Donc en il a fait, ce qui est essayé. important, c'est l'observation, donc il faut donner l'exemple, c'est la pratique, donc il faut laisser faire et ça va être le fait de reconnaître les progrès. Et si on fait cette formule-là, bah, en fait, les enfants, ils sont capables d'apprendre tout et apparemment à 11 ans, un enfant, il est aussi capable qu'un adulte. À 11 ans, il est autonome et il fait tout, il participe vraiment activement à la vie de famille. Alors que dans les familles occidentales, à 11 ans, un enfant, Elle est il pas va du tout il y il a va beaucoup rien d'enfants faire. qui sont pas autonomes. Voilà, je fais pas de généralité, mais je croise quand même beaucoup d'enfants qui sont pas du tout autonomes, Non. qui sont Et s'il dépendants fait de quelque leurs chose, c'est sous parents. la menace, c'est parce qu'on compte, c'est Ouais, parce qu'on les engueule, c'est parce qu'ils savent qu'on va être sur leur dos, mais c'est pas par motivation intrinsèque. ouais, c'est clair. Super. Mais non, mais de toute façon, ça pour moi, c'est la base, j'en ai beaucoup parlé dernièrement d'ailleurs, mais on en a énormément parlé dans ma formation, pour devenir thérapeute, hein. C'est qu'il Mmh faut mh. toujours poser un cadre, même avec des adultes. Même dans une entreprise, un cadre sécurisant, c'est la base et le cerveau d'ailleurs humain, je sais plus, j'avais lu un article là-dessus il y a très longtemps, disait qu'en fait, le cerveau humain détestait le flou. On n'aime pas le flou. En fait, ça insécurise le flou. Donc il faut toujours qu'il y ait un cadre sécurisant dans lequel tu peux évoluer parce que sinon, en fait, tu es en stress et en hypervigilance constante et c'est très mauvais pour ton système nerveux, en fait. Donc même pour les adultes, dans toute, voilà, relation one to one, entreprise, cadre sécurisant et ensuite on peut être libre dans ce cadre sécurisant, en fait. Ce qui est marrant que tu dis ça parce que par rapport à ce livre-là, moi, en fait, il m'a beaucoup fait réfléchir sur le management. Moi, j'ai créé une entreprise dans lequel il y a mon associé et moi, on n'est pas les managers, Oui, on est juste des cofondateurs, donc on a donné la vision et on fournit le cadre, effectivement et en fait, nos employés, ils ont l'autonomie qu'ils veulent. Et on a poussé ça assez loin parce qu'il y a un livre, bah, de Reinventing Organizations de Frédéric Laloux qui explique comment les entreprises libérées fonctionnent et en fait, nous, du coup, on a voulu suivre ça et en fait, c'est assez fou parce qu'on a décidé, que nos consultants pouvaient choisir leurs clients, pouvaient choisir le tarif ouais, auquel ils étaient oui, facturés. C'est alors que normalement, super. c'est une info qui est taboue et confidentielle et on a été jusqu'à leur dire qu'ils pouvaient choisir leur salaire et leur augmentation et ça, on a commencé en 2021. Ouais, Donc et les gens nous disaient: «Vous êtes fous, ça ouais, ça marchera fonctionnera jamais». jamais. Voilà et ça, évidemment, si on pense qu'on donne toute la liberté, mais qu'on met pas le bon cadre, qu'on donne pas l'exemple, qu'on met pas la transparence, qu'on met pas qu'on montre pas les tenants et aboutissants du système dans lequel ils sont, alors les gens font n'importe quoi. Bah oui. Mais si tu donnes la confiance dès le début et que tu fais tout ça, en fait, les gens se rendent compte qu'on est dans le même bateau et que si je coule le bateau, il y a plus de bateau. Je vais devoir aller sur Mmh. un navire de pirates Ouais, et en fait, j'aime bien mon exactement. bateau parce Ouais, que c'est c'est ça. rare des bateaux où il y a beaucoup de confiance, où il y a, un espace pour la vie privée, pour être pleinement Mmh, soi-même. mmh, Donc ça, c'est un complètement. peu Et être autonome et responsabilisé. Je vois encore beaucoup, beaucoup trop d'entreprises où les managers et les collaborateurs sont complètement déresponsabilisés. Complètement. oui, tout à fait On et les leur donne managers pas se les sentent seuls. on leur donne pas les armes pour être des bons managers, pour recruter aussi, correctement. Tout passe par les ressources humaines qui, elles, sont débordées et ont l'impression d'être dans une cour d'école à devoir gérer des états émotionnels ou des à la place des managers qui prennent pas leurs responsabilités.
Ils ne responsabilisent pas leurs équipes non plus, donc on crée pas de la seniorité pour avoir des relais nécessaires. C'est encore, très compliqué dans certaines entreprises. Je dirais pas toutes, parce qu'il y a des belles choses qui se font. La preuve en est, Bien sûr. hein, toi, tu as monté ton projet et c'est génial. C'est tellement rare d'entendre des sujets comme ça, donc merci pour ça. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et à accompagner justement, raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de coachs, je pense. Ouais. C'est qu'il y a énormément de personnes à accompagner. Et c'est pour ça Super. qu'au final, ça en fait un peu une mission de vie pour moi, c'est de montrer, d'essayer d'inspirer les gens à plus Ouais, d'autonomie dans le monde du travail. Et je le montre avec un exemple un peu extrême, l'entreprise qu'on a créée avec mon associé, mais en fait, il y a un entre 2 évidemment de ça. Et l'idéal dans une entreprise qui existe déjà, c'est de commencer à rajouter un peu plus d'autonomie, petit à petit, de manière progressive, autant pour les employés que pour les managers d'ailleurs. complètement. Ah Mais oui! Ouais, complètement. et en fait, donc moi, mon objectif maintenant, c'est de commencer à en parler. Donc j'ai une conférence, je suis en train de préparer une conférence sur le sujet là-dessus. Pour l'instant, le titre, c'est «Leadership authentique» parce que j'ai l'impression que, mais je pense que c'est un mot qui existe déjà, donc il faudrait voir ce que ça veut dire, dans le monde, dans la tête des gens de base. Mais pour moi, le côté, authentique, c'est le fait d'être soi-même et donc au lieu d'être un manager qui va, soit être le manager, gendarme et qui va surveiller un peu tout le monde et qui va botter des fesses, soit le manager, cheerleader qui va encourager les gens, qui doit tirer parce qu'il y a personne qui bouge. Tout le monde est gentil mais ne prend pas vraiment d'initiative. Et en fait, moi je pense qu'en fait l'idéal c'est d'être pleinement humain et de dire: «OK, voilà notre mission. Est-ce que tout le monde est motivé par la mission? Est-ce qu'on est dans le même bateau ou pas en fait?» Et puis, pouvoir dire: «Bah là j'ai besoin d'aide et là comment on fait? Là on n'est pas d'accord, comment on résout?» Et donc j'ai Ouais. l'impression que parler d'adulte à adulte serait beaucoup plus constructif. Par contre, c'est beaucoup Ouais. plus difficile. Oui, j'allais te dire, tu parlais d'analyse transactionnelle, mais revenir à ton adulte, en fait, hein. Oui, Oublier l'enfant, le exact. parent, voilà, oublier les versions de soi qui sont parents ou enfants, mais être dans l'adulte, donc dans l'instant présent et dans l'action et de Et se parler connecter à d'adulte ses à adulte. émotions et à l'empathie, mais Exactement. ça, on a Mmh, oublié en fait, on a désappris mmh mh. Oui, à le faire et c'est pas complètement. ce que la société pousse. Du coup, j'ai envie de remettre ça en fond pour montrer: «Regardez, c'est possible, regardez ce qu'on sait faire» et il y a même un chemin vers un peu plus de ça, et donc l'idée, c'est de pouvoir aider les gens à ce niveau-là et en fait, je me base sur ce bouquin pour la théorie parce qu'en réalité, si des employés, ils sont pas autonomes, il faut leur apprendre leur autonomie en entreprise, dans leur équipe. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, par exemple, imaginons qu'ils doivent, quand le boss est pas là, ce serait bien qu'ils sachent comment, résoudre une crise et donc il faut leur montrer Mmh comment faire des mh. crises, il faut leur donner l'occasion de pratiquer le fait de faire des crises et il Ouais, faut reconnaître complètement. quand il y a des progressions dans leur manière de faire à Mmh gérer mh. une crise et en fait, si on ne fait pas ça, ça peut pas se passer bien. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Super, merci Johan. Je vois l'heure qui tourne, mais c'est hyper passionnant, donc bravo. Quelle belle mission de vie tu as, d'accompagner cette nouvelle façon d'être responsable, de devenir des adultes Ouais. responsables. Dernière question pour toi, quels sont tes talents sacrés ou quel est ton talent sacré? Moi, j'ai l'impression que je suis très fort pour me mettre à la place de la personne qui est, en face de moi et donc soit pour imaginer ce qu'elle ressent ou comment elle voit les choses ou ce qu'elle comprend pas. Hem Et du coup, j'arrive généralement assez bien à expliquer des choses, à les vulgariser parce que, ouais, parce que j'ai aussi plein d'idées et ça me permet de faire des analogies et cetera. J'ai aussi, bah, comme je dis, j'ai plein d'idées. Du coup, mon défaut parfois, c'est d'avoir trop d'idées qui partent dans tous les sens et de se dire que tout le monde sera au même niveau que moi, dans mon monde à moi et donc voilà, je peux avoir des explications qui peuvent être, très très compliquées pour les gens, mais je m'en rends compte et j'ajuste généralement le tir et heu Mmh. et donc oui, le fait de pouvoir, comprendre les gens, c'est un sacré talent, je pense, pour pouvoir, bah, aider quelqu'un si on comprend à la fois si on sent ce qu'il ressent et on comprend ce qu'il vit, c'est plus simple. Ouais, je dirais pour résumer, ton écoute. Ouais, ouais, on peut dire ça. Je pense ouais, ton écoute, ton hypersensibilité qui fait que tu arrives à vraiment entendre et écouter les gens en face de toi, dans toutes leurs dimensions en fait, holistiques finalement. Mmh. Mentale, physique et spirituelle. Super Johan. Eh ben, écoute, merci en tout cas
de ta présence pour ce bel épisode. Je te souhaite, bah, des belles, fêtes de fin d'année puisque bon, on sera écouté en 2026, mais on reste en fin d'année 2025 pour enregistrer ce podcast, donc on va rester avec les belles énergies des fins d'année. Et on te souhaite, moi et tous les auditeurs, plein, plein de belles choses pour tes beaux projets en 2026 et une belle formation en tant que coach. Voilà, tu nous donneras tes nouvelles? Oui, bah, avec plaisir et merci Amélia pour l'invitation. C'était une chouette rencontre, pas plus tard que lundi, une chouette, et un chouette voyage ici que j'ai fait avec toi et qui m'a Mmh, donné vraiment envie d'écouter aussi les autres épisodes, de ton podcast. super, génial. Merci Johan, à Très bien. bientôt. Ouais, belle fête. Salut, bonne fête.